La journée que tu as décidé de devenir un technicien médical, c'est la journée que tu as décidé de devenir un leader. Surtout pour le fait que les gens se revirent vers toi quand ça va pas bien. Salut, ici Captain Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Et pour cet épisode-ci, on va parler des techniciens médicaux. Puis honnêtement, je peux pas penser à un métier de soutien plus commun dans les films ou à la télévision que les médics. Puis aujourd'hui, notre invité, l'adjudant-maître Jean-Sébastien Morin, va nous expliquer un petit peu du rôle des techniciens médicaux. Il provient du groupe des services de santé des Forces canadiennes, ici à Ottawa. Bienvenue au balado! Merci. Donc, peut-être pour commencer, continue une histoire qui représente l'expérience ultime d'être un technicien médical. Qu'est-ce que ça a de l'air? La première expérience, qu'est-ce qui est l'image que j'ai dans ma tête? Je pense que je retourne à mon expérience en Afghanistan, qui était ma première expérience opérationnelle en tant que technicien médical. Puis j'étais avec le 2RCR, avec un peloton d'infanterie essentiellement. J'étais leur medtech attitré. C'est ça, on conduisait des opérations de présence de façon plus offensive, de nature plus offensive, des choses comme ça. Évidemment, la première fois que les choses se mettent à exploser ou qu'il y a de l'action, si on veut, c'est là qu'on sent vraiment que c'est là le moment. Là. Les choses peuvent aller très bien ou les choses peuvent aller très mal. L'anticipation est là. Tout le travail qu'on a mis dans les mois qui ont passé ou même les années qui ont précédé cet événement-là revient à notre tête. Est-ce qu'on va être prêt? Puis on se dit, dans le fond, c'est là, c'est le moment de vérité. Je crois que j'étais chanceux la première fois, qu'on est tombé sous contact, puis personne n'était blessé. Par contre, évidemment, à travers les mois qui ont suivi, il est arrivé un moment où on était en train de voyager en convoi. Et c'est lorsque un véhicule suicide a surgi d'une ruelle et puis fait exploser un de nos véhicules blindés en avant. Puis le véhicule ne pouvait plus bouger, était en feu. Puis évidemment, il y avait des gens, pour rendre les choses un peu pires qu'elles étaient, mais ils étaient sortis des écoutilles. Fait qu'eux, tout le flash thermique ou l'explosion, eux l'ont eu. En fait, la moitié de leur corps l'ont eu. À côté, il y avait pas moyen. Je savais que les choses allaient probablement pas être nécessairement faciles à traiter ou si je savais que ça allait être un peu plus compliqué, sachant qu'il y avait plusieurs personnes à bord de ce véhicule-là. Fait que moi, j'étais à l'arrière dans un autre véhicule. Mon adjudant de peloton s'est retourné. Il a dit, Jean-Seb, c'est le temps. Puis, en même temps que je venais de voir un peu l'explosion, le nuage qui montait encore dans le ciel, là, dû à l'explosion, je m'étais dit, ouais, c'est ça. La rampe du véhicule blindé a finalement descendu. On a pu sortir. Il y avait, à ma mémoire, il y avait 5 personnes qui avaient besoin d'aide à ce moment-là. Puis, évidemment, on devait travailler vite. Il y avait d'autres gens pour m'aider. Il y avait, évidemment, la sécurité était très, très, très importante. Donc, j'avais pas beaucoup d'aide, mais on peut pas choisir un peu ce qui se passe. Puis après ça, je me suis priorisé mes patients, puis donné l'information au peloton. On a appelé un hélicoptère, puis l'hélicoptère a atterri à quelques mètres de nous, là, parce qu'eux savaient aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est quelque chose qui s'est passé extrêmement rapidement. Puis on a embarqué les 5 personnes, certaines sur l'hélicoptère, certaines personnes pouvaient marcher, certaines personnes ne pouvaient pas marcher ou devaient être alitées. C'était vraiment, à ce moment-là, ce que j'avais vu un peu, ou ce que j'avais perçu dans ma tête de ce qu'un medtech fait ou un médic fait dans l'armée. C'était un peu bizarre cette journée-là parce que je suis peut-être une personne superstitieuse aussi des fois. Cette journée-là, je m'étais dit, c'est finalement la journée la plus chanceuse. On était en 2007, le 7 juillet, le 7e mois, on était le 7-7-7. Puis je dis, les choses peuvent qu'une bien aller cette journée-là. Puis évidemment, ça a été tout le contraire parce que c'est Murphy's Law. Ouais. Mais les choses ont bien terminé. Les gens ont été traités, puis sont tous retournés en service après ça. Donc, ouais, peut-être ça a été chanceux après tout. Ouais, non, c'est ça. On peut voir ça de deux façons, mais initialement, c'était pas nécessairement la meilleure journée pour être chanceux. Donc, on a une idée de ce que ça a de l'air, ouais. Mais moi, je suis un soldat, je suis un recrue, je viens juste de commencer, puis je deviens un technicien médical. Qu'est-ce que ça a de l'air, mon entraînement? Comment que ça commence? Après l'entraînement à l'école de recrue, on commence une phase qui est donnée à l'école des services de santé à Borden, en Ontario. C'est lorsqu'on commence, dans le fond, à être introduit au monde médical, puis surtout du côté clinique, si on veut. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les techniciens médicaux couvrent 2 champs de la médecine qui peuvent être séparés, si on veut, mais nous, on les apporte un peu ensemble. Donc, il y a un côté clinique, un peu plus soins infirmiers, soins aux patients qu'on voit en premier.
Ça, c'est l'introduction. Dans le fond, on apprend à prendre une pression, on apprend à faire des choses de base. Tu sais, médecine 101, comment donner des soins, puis même aussi comment conduire une interview avec des patients. Puis c'est important pour plus tard parce que c'est lorsqu'on devient bon à poser plusieurs questions qu'on peut trouver certaines choses qui n'étaient pas nécessairement évidentes. Pour revenir à l'entraînement, on fait de la partie clinique, on fait différents examens physiques. Après quoi, on transfère vers une école de soins paramédicaux, qui est une institution civile. En ce moment, pour les francophones et les anglophones, vont à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour compléter leur entraînement d'ambulancier. C'est une version peut-être plus abrégée, mais quand même complète, afin de devenir un ambulancier. Puis, c'est les mêmes standards, il n'y a pas rien qui change. Puis, c'est le domaine préhospitalier. Je parlais du domaine clinique qu'on faisait à Borden. Après ça, le domaine préhospitalier, c'est là des soins d'urgence. Je dirais, pour mon expérience, c'est toujours la partie la plus excitante parce que tu adresses des patients qui ont potentiellement des blessures qui pourraient changer leur vie ou potentiellement même leur coûter leur vie. Ça. Puis, après qu'on ait complété le cours d'ambulancier, bien, on retourne à Borden pour une phase axée sur ce qu'on va faire dans le champ. Dans le fond, en termes simples, dans le fond, les opérations en campagne. Puis, c'est vraiment ce que culmine tout ton entraînement. Puis, on applique ça dans un milieu opérationnel. Durant cette phase-là, on essaie de montrer à des gens qu'il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient encore civils, puis en plus qu'ils viennent de compléter un cours d'ambulancier au civil, de maintenant prendre leurs habilités et leurs connaissances, puis les appliquer dans des moments où c'est un peu moins confortable ou c'est un peu plus fluide avec des opérations de combat ou des choses comme ça, parce que les gens, c'est pas nécessairement qu'ils vont avoir les conditions idéales, comme on aurait peut-être du côté civil, parce que des gens, il y a beaucoup de lumière, on est dans un endroit, on est proche d'un hôpital, tout va bien, ça sent bon, on n'est pas fatigué. C'est pas rien pour enlever au côté civil parce qu'ils font un travail extraordinaire, mais c'est lorsque les gens se rendent compte que des fois, ça va être un peu plus difficile, disons, d'appliquer une certaine habilité dans le milieu d'une forêt ou d'une opération, puis ça fait 3 jours que tu n'as pas dormi. Fait que c'est différent. Tout ça pour dire que ça prend à la toute fin presque 1 an à compléter avec tout l'entraînement clinique préhospitalier, puis après ça, la phase d'opération en campagne. Puis après ça, c'est ça, on est muté à notre première unité. Puis une fois muté à l'unité, c'est une autre histoire à ce point-là. Oui, c'est ça. Évidemment, je pense que des fois, c'est un peu, pas un coup de dé, mais c'est des choses, les besoins du service font en sorte que la plupart du temps, les gens vont s'en aller vers l'armée. Puis après ça, quelques autres personnes vont être dirigées vers d'autres éléments. Pour moi, mon expérience, j'ai été muté à la 5e ambulance de campagne à Valcartier, à Québec. Même si j'avais un peu une idée de quoi je m'étais embarqué, mais je ne savais pas exactement ce qui allait arriver. Puis c'est la même chose pour les gens qui se présentent, parce que souvent, les jeunes techniciens médicaux vont arriver puis vont se dire « Moi, je veux vraiment faire des opérations avec des unités de combat ou je veux faire plus de soins cliniques dans une unité de prestation de soins ou on a toute notre version de ce qu'on aimerait faire. » Moi, à l'époque, je voulais faire des choses plus armées, étant un ex-artilleur de campagne. Puis aussi, l'Afghanistan commençait. Puis évidemment, c'est pas ça qui est arrivé directement au début. J'ai commencé avec le bataillon de service. Et dans le temps, c'était un poste sanitaire de l'unité. Lorsque je faisais plus de soins qui étaient plus cliniques, si on veut, qui étaient la parade des malades. Bonne vieille parade des malades. Puis c'est ça, puis les choses commençaient à vraiment se mettre en branle pour l'Afghanistan. Puis là, évidemment, mon idée était faite que je voulais aller là, que je voulais faire ce que je m'étais entraîné pour. Et puis, 1 an et demi plus tard, en fait, c'est lorsque je suis parti pour l'Afghanistan. Mais durant ce temps-là, c'était vraiment le temps d'apprendre. Parce que c'est vraiment le point de départ. Parce que, comme je l'ai dit dans le passé, plus tôt, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas préparer les gens d'avoir la solution à 100% sur leur cours initial de technicien médical. Puis, il faut prendre l'expérience. Dans un monde idéal, c'est lorsque des gens arrivent dans une unité avec l'armée, qu'eux prennent le temps, peuvent pratiquer, peuvent apprendre, sont mentorés ou coachés. Puis c'est un processus qui est évolutionnel aussi, si on veut que au moment où les choses vont devenir réelles, où tu vas avoir tes premiers patients, mais c'est là que tu vas être prêt à réagir, puis tu vas te sentir prêt à l'attaque, si on veut. Mais encore là, ça, c'est pour beaucoup de techniciens médicaux, c'est tout le temps la question à 100$. Si on veut, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que j'ai vraiment couvert tout ce que j'avais besoin? Est-ce que
j'ai toutes mes habilités, puis on travaille très fort à devenir le meilleur ou la meilleure version de technicien médical dans les forces. Est-ce que c'est peut-être une chose personnelle, dans le fond, Ouais, là, ouais. peut-être un peu... Ben, c'est une bonne mais, raison. ouais, c'est une bonne raison, je trouve, qu'à la fin de la journée aussi, puis de sentir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour aider nos pairs. Donc, on a souvent l'image de la personne qui court, puis il y a quelqu'un qui s'est blessé ou qui s'est fait blesser, puis il commence à travailler dessus. Mais ça, c'est plus peut-être une perspective de soldat caporal, là, où ce que tu étais au niveau du peloton. Mais le processus auquel un soldat blessé passe, c'est un peu plus élaboré que ça. Ça commence là. Mais il y a plus à dire pour un technicien médical que juste la partie initiale de prendre soin d'un soldat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que ça a de l'air, ce cheminement-là? Évidemment, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, puis jusqu'à temps qu'on est là en train d'aider un soldat blessé ou un individu, puis il y a beaucoup de préparatifs, puis c'est quelque chose qui est encore là, comme je disais auparavant, comme un art qu'on développe. Puis pour les techniciens médicaux, on devrait être très bon à planifier ou au moins à regarder tous les scénarios possibles. Puis c'est toujours de s'assurer un peu qu'on ait un plan. Parce que, je vais le dire un peu, ça va peut-être sonner un peu cliché, mais quelqu'un m'a dit un jour, la journée que tu as décidé de devenir un technicien médical, c'est la journée que tu as décidé de devenir un leader. Puis c'est quelque chose, dans le fond, que j'ai gardé en tête, surtout pour le fait que les gens se revirent vers toi quand ça va pas bien. Dans le fond, tu n'exerces pas tes fonctions quand les choses vont bien. C'est quand les choses vont mal, à différents niveaux. C'est un peu ça que j'ai gardé comme philosophie, parce que je vais mettre tous les efforts pour m'assurer que je suis prêt, que aussi mes collègues sont prêts et qu'eux ont reçu de mon entraînement aussi, que j'ai l'équipement, que j'ai une idée de comment est-ce qu'on va sortir de ce trouble-là aussi. Des fois, juste l'évacuation, parce que l'évacuation peut tourner en plan A, plan B, plan C même, puis les gens doivent devenir créatifs. Ça, c'est une chose que les techniciens médicaux savent, c'est d'être créatifs des fois parce que ça va jamais exactement comme on le veut. Puis, dans le scénario idéal, le patient est pris en charge, on fait en sorte qu'il survit l'événement. Même durant ce temps-là, c'est quelque chose qui peut changer. C'est une situation très fluide, surtout dans un contexte opérationnel où les choses, on peut retourner à être sous le tir ou la menace ennemie dans une fraction de seconde. Ça fait que même l'aspect de sécurité, penser où qu'on place notre patient, garder aussi notre tête dans la game, si on veut, pour, en termes clairs ou simples, mais de tout le temps être très au fait de ce qui se passe. Puis surtout de regarder aussi qu'est-ce que nos collègues font. Puis c'est pas qu'on leur fait pas confiance, mais c'est de s'assurer que les meilleurs soins sont donnés. Parce que des fois, sous le stress, les gens peuvent faire des choses qui, même sans, c'est des erreurs d'inattention. Puis on veut juste que les choses se déroulent bien. Essentiellement, c'est beaucoup, beaucoup de choses à contrôler en même temps dans un environnement. C'est plus que juste courir et aider notre ami, le mettre sur notre épaule, puis sauver la situation, puis s'en aller. Et évidemment, ça, c'est la fin de la situation. Donc, on voit souvent dans un peloton ou dans une compagnie, les médics deviennent proches avec les soldats qui sont là. Je pense à le médic sur mon déploiement qui, il faisait vraiment partie de l'équipe. Mais là, il y a eu un incident, puis, il y a des gens qui étaient blessés, qui étaient morts. Puis c'est vraiment, on voit les gens, puis même les médics eux-mêmes vivent leur pire journée. Comment est-ce que vous gérez des situations difficiles quand vous êtes à votre pire, puis les gens alentour de vous regardent à vous pour les solutions? Je dirais que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. En premier lieu, je pense pas que personne n'est prêt ou a définitivement une compréhension complète de qu'est-ce qu'eux pourraient ressentir cette journée-là. Parce qu'une journée qui va très mal, un peu dans le fond comme dans la vie, où que des fois, la vie nous prend par surprise, puis c'est un peu le cas. La manière qu'on a été élevé, notre éducation, notre parents ou les différentes expériences de vie peuvent influencer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est l'entraînement, de savoir qu'on a mis tous les efforts aussi, puis toutes les chances de notre côté, qu'on a mis, dans le fond, qu'on s'est présenté, on était prêt. Puis ça, c'est quelque chose qui nous aide à accepter un peu plus la situation.
on fait un peu l'examen complet des événements. Si on veut une revue des événements, puis on se dit, est-ce que j'aurais pu faire ça mieux? Est-ce que j'aurais pu faire ça d'une telle manière ou complètement différente? Puis, c'est des choses qu'on doit voir, dans le fond, d'une perception plus professionnelle que personnelle. Je pense que des fois, c'est juste d'être prêt à accepter certaines réalités. Puis, en même temps, des fois, on ne sait pas jusqu'à temps qu'on fait face à ça. Puis, il n'y a pas vraiment de préparation, de solutions miracles, autant que des gens, il y a plusieurs, disons, podcasts sur la résilience, les choses comme ça. Il n'y avait pas de meilleure avenue. Si des gens ne voulaient pas en parler, ils ne voulaient pas en parler. Puis si certains gens étaient très vocaux à propos de ce qui s'était passé. Puis, c'est pas quelque chose, des fois, qui se règle en une journée. Je pense que des fois, c'est le choc initial, mais est-ce qu'il s'agit de prendre conscience que si on se met à avoir beaucoup de difficultés à comprendre l'événement ou à accepter le résultat de ce qui est arrivé cette journée-là. Puis c'est lorsqu'on va demander de l'aide ou des choses comme ça, ben, c'est important. Durant un de mes 2 tours en Afghanistan, à un certain point, durant le milieu du tour ou le déploiement, un des fantassins, un des membres de la section s'est retourné. C'était vraiment en plein milieu de la journée. Il n'y avait absolument aucun contexte. Puis il a dit, « Puis toi, Doc, tu nous demandes tout le temps comment est-ce que ça va. Puis nous, on te demande jamais comment ça va. » Il dit, « Comment ça va? » Puis là, j'ai dit, « Ben, j'ai une histoire pour toi, mon ami, parce que j'ai beaucoup de choses. Puis, faut pas attendre, nécessairement qu'il y ait des événements qui arrivent. C'est constamment un travail aussi, parce qu'on prend soin des gens, puis des fois, on s'oublie. Puis, c'est ça l'important, parce que on absorbe, on est comme un peu une éponge, parce que les gens viennent nous voir quand ça va pas bien. Puis, en même temps, tu les connais. Je pense que du côté civil, des fois, c'est un peu moins personnel, juste parce que c'est des personnes, des blessés ou des gens qui leur arrive un incident, qui sont complètement inconnus, des travailleurs paramédicaux qui vont arriver, des ambulanciers qui vont arriver sur la scène. Puis nous, en fait, c'est des gens qui se sont ouverts à nous. On connaît tous leurs petits bobos aussi. C'est ça. Puis souvent, puis par des conversations, tu développes cette relation-là. Puis c'est une expérience, comme je disais, vraiment plus personnelle, vraiment plus viscérale. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Puis il faut juste être conscient des scénarios qui pourraient arriver dans le futur. Puis après ça, on peut les adresser tout seul ou avec de l'aide. Puis il n'y a rien de mal à ça. J'apprécie vraiment aussi, vous avez utilisé ça à plusieurs reprises. Là, c'est comme, hey, doc, chose, puis doc, j'ai besoin de ça. Puis c'est comme, moi, je suis pas un docteur, mais c'est comme le terme qu'on utilise tout parce que c'est vraiment, l'expression, c'est. Tu veux pas faire fâcher les cuistots, tu veux pas faire fâcher les médics parce qu'ils sont là pour toi puis ils sont là pour t'aider. Ce terme-là, doc, c'est tout le temps quelque chose qui symbolise genre presque l'importance du médic dans le peloton. Tu sais, t'as le chef de peloton puis t'as l'adjudant, mais tu sais, t'as le doc qui est là pour tout le monde puis comme l'ami à tout le monde puis qui prend soin de l'équipe. Là. Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ce rôle-là en termes de cette place-là dans le peloton? Évidemment, j'ai été honoré de pouvoir être un doc dans un peloton ou dans une sous-unité ou peu importe, avec un groupe de gens. Puis, c'est pas pour gonfler notre ego, là, j'aime ça me faire appeler doc ou peu importe. C'est vraiment un terme affectueux, qu'est-ce que les gens vont dire. Puis, c'est pas mal plus rapide que de dire « Hey, toi, le médic » ou « Hey, toi, le technicien médical, viens ici. » Hey, doc, puis viens ici. Puis, souvent, ils vont dire Doc Morin, ou s'il y a plusieurs docs, ils vont l'identifier comme ça. Mais j'aimerais aussi dire que des fois, c'est pas nécessairement qu'on est un être supérieur, puis loin de là, ou un être parfait. Puis je m'explique en disant que souvent, ils disent « Ah, ben, Doc, c'est un rassemblement de tout ce que... un ambassadeur pour les choses, pour la santé, pour le bien vivre et ci, puis ça. Puis ça me rappelle un moment en Afghanistan où on revenait d'avoir été prêté main forte à un peloton qui avait été sous une embuscade. Puis on était revenus, on avait passé une bonne partie de la nuit éveillé, puis il était de bonne heure le matin. Et moi, mon déjeuner pour ce matin-là, c'était du tabac, puis des cigarettes, puis des boissons énergisantes. Puis peut-être un muffin là-dedans pour ajouter le trio complet. Puis un des soldats me regardait, puis m'a dit « Hey, Doc, t'es pas censé être l'ambassadeur de la santé ou du bien-être, des choses comme ça, puis tu prends soin de nous, puis là, tu fais ça devant nous, là, tu fumes une cigarette à la place de prendre un déjeuner complet, une ration, des choses comme ça. » Je dis
Je dis, mon ami, je dis, je ne suis pas parfait. Puis, j'essaie, tant bien que mal, d'être un ambassadeur pour la santé, mais aussi, j'ai dit, en ce moment, on n'est pas tout à fait en train de vivre un style de vie ou un mode de vie qui n'est pas à risque. Si tu regardes autour de nous, là, il y a beaucoup de choses qui se passent au courant d'une journée. Puis je crois que peut-être ma boisson énergisante est probablement la chose la plus sécuritaire ou moins nocive que je vais faire aujourd'hui. Surtout si on met des choses en perspective, d'aller marcher en plein milieu d'un champ avec potentiellement de la force ennemie qui nous attend. C'est souvent, Doc, il y a des limites, et puis, mais on comprend le sens de ce que les gens veulent dire quand ils nous appellent Doc. Je pense pas que le balado serait complet si on discuterait pas peut-être de votre rôle en ce moment dans les forces. Fait que, c'est quoi votre responsabilité, puis qu'est-ce qui nous regarde dans le futur pour le métier des techniciens médicaux? Bien, en ce moment, ça fait quelques mois de ça, on m'a demandé de me joindre à l'équipe en tant que conseiller technique sur une équipe qui regarde la structure d'emploi militaire de notre occupation de technicien médical et des adjoints médicaux. C'est une étude qu'on va voir est-ce qu'on va faire des changements à grande échelle de l'occupation. Puis cette occupation-là, dans le fond, il y a beaucoup de choses à couvrir. On a un champ de pratique qui est très large, si on veut, qui est très vaste. Puis il y a beaucoup de tâches et d'emplois qu'on remplit en tant que technicien médical dans les forces. Il y a beaucoup de travail. Les choses en premier, c'est vraiment de rencontrer tout le monde. Ça fait qu'il y avait une genre de tournée paroissiale, si on veut. On était rencontrer tout le monde, parler avec les gens, définir le problème. Qu'est-ce qui est le problème avec l'occupation ou qu'est-ce qui est un peu les défis de nos jours avec l'occupation que les gens voient. Puis après ça, on s'est affairé à la tâche en ce moment. On est en train de lister toutes les tâches, les habiletés, les connaissances que des gens doivent avoir dans tous les emplois, à tous les niveaux, à tous les rangs. Donc, c'est pas une petite tâche, si on veut, puis c'est beaucoup de travail. Mais après ça nous amène à vraiment bien établir ce que le technicien médical du futur va ressembler, de l'aligner vraiment d'occupation vers comment on va être employé dans le futur pour les soins qu'il donne au niveau des standards canadiens, puis même au-dessus. C'est juste que à la fin de la journée, c'est que des gens, on est là, on est prêt à aider les Canadiens, puis on sait ce qu'on fait, on a tous les outils, les connaissances qu'on a besoin. Il y a beaucoup de changements, mais il y a beaucoup de raffinement. Il y a de très bons aspects pour notre métier, mais c'est juste d'optimiser les choses. Puis c'est ça qu'on va voir dans les prochains mois, dans la prochaine année, où ce que les choses vont se dessiner ou se définir, je voudrais dire, sur qu'est-ce qu'un technicien médical va ressembler. Puis, une dernière question. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu un technicien médical? Bien, ce qui a un peu débuté l'engouement ou le désir de devenir technicien médical, c'est j'étais artilleur de campagne à l'époque. Puis, j'allais à l'école, j'allais au cégep, puis je voulais changer le monde. J'ai étudié en anthropologie, sociologie, puis j'avais différents cours comme ça. Puis, j'ai l'impression que j'allais faire une différence où j'avais ce concept-là un peu naïf que des choses allaient changer à grande échelle. Mais évidemment, ce qui m'a ramené sur Terre, c'est que le jour, j'étais chez moi, puis dans mon petit appartement, puis mon ami est venu cogner à la porte, puis il a dit « Hey Jean-Seb, tu as 15 minutes pour décider si tu veux aller en Bosnie. » J'ai dit « Ben parfait, let's go. » Puis étant donné que j'ai toujours accepté un peu les défis, puis c'était un peu une personnalité, je suis allé en Bosnie, puis c'est là que vraiment avec le contact que j'ai eu avec les gens, les locaux, puis aussi, juste l'exposition à voir les techniciens médicaux qui étaient là, puis l'équipe médicale, ça m'a vraiment donné un aperçu de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis surtout, changer le monde, mais une personne à la fois. Puis il n'y avait pas vraiment d'autre manière à partir de ce moment-là que je pouvais voir ma contribution être autre que devenir technicien médical. Puis c'est durant mon diplôme que j'ai remis mes papiers pour faire un changement d'occupation. Puis que c'est là que les choses se sont vraiment cernées. Après ça, j'ai jamais regardé en arrière. C'est une carrière que j'ai pas regrettée du tout. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler puis d'avoir participé au balado. Oui, merci. Ça fait plaisir. Ça, c'était l'adjudant-maître Jean-Sébastien Morin du groupe de services de santé des Forces canadiennes à Ottawa. Si vous voulez écouter un autre épisode qui contient quelqu'un avec de l'expérience dans le domaine médical, écoutez à saison 3, épisode 2 avec Jay et Kath. De la bonne information là-dedans aussi. Comme d'habitude, moi je suis Captain Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.